Hey, salut à vous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une discussion que j'ai eue avec Carlos Diaz, un multi-entrepreneur passionnant, au sujet des startups, de notre entreprise Markit, ce que lui en pensait. Je lui ai littéralement pitché l'offre et il m'a donné son avis. Alors, Carlos Diaz, c'est qui? C'est un entrepreneur français qui est installé depuis quelques temps maintenant à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, et qui a lancé avec deux autres associés un projet qui est très intéressant, qui s'appelle The Refiners. C'est une sorte d'incubateur, on va dire, pour faire simple, une structure qui aide les entreprises françaises et mondiales en général, européennes principalement, à développer leur activité aux US et surtout en Silicon Valley. Alors il y a un exemple qui est très intéressant, que je connais très bien, puisque on a fait cette interview à Limoges, je suis à Limoges en ce moment, Carlos Diaz vient de Limoges, et en ce moment donc il est à San Francisco. Il a accompagné récemment, par l'intermédiaire de The Refiners, une entreprise limougeaud qui s'appelle Prodontis, qui a pour but de révolutionner les brosses à dents tout simplement. Et donc ils les ont aidés à développer leur activité aux US, un marché très intéressant pour eux, puisque les Américains en général dépensent beaucoup plus dans les problèmes bucco-dentaires que les Français et même les Européens. Voilà, donc je vous partage avec vous maintenant cette super discussion, c'est parti. Salut Carlos. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, super. Alors je suis très content de te recevoir. Alors te recevoir c'est un peu dur à dire, mais de te voir venir ici à Limoges. Bah oui, non, je suis de passage. Tu es de passage, et je pense que tu n'es pas là souvent en ce moment. Donc c'est plutôt cool de t'avoir. J'avais eu Manuel, ton frère, il y a quelques mois dans l'émission. Je suis très content de te recevoir. Alors je voulais faire l'émission en deux parties très simples, très courtes, très efficaces, comme diraient les Américains. Keep it simple. Voilà, c'est ça. Nous, on a lancé une startup B2B qui s'appelle Markit. Tu m'en parlais tout à l'heure. Voilà, on en parlait rapidement tout à l'heure. Et le but, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité en leur proposant un outil très simple qu'on installe sur leur site, ou qu'ils installent eux-mêmes, et qui leur permet d'analyser le comportement des visiteurs et de leur proposer la bonne offre au bon moment. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous développer sur le marché français. On a déjà pas mal de clients en France et tout. Et l'année prochaine, d'aller aux US. Déjà, quelle est ta vision, toi, un petit peu du marché B2B aujourd'hui aux US, et qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil là-dessus? Moi, je pense que bon, si tu fais des sacs à main, il faut rester à Paris, quoi, en fait. Mais si tu fais du SaaS et du B2B et du software de façon générale, la capitale, c'est effectivement la Silicon Valley, ça se passe là-bas. Donc, je pense que c'est une bonne idée de se poser la question des États-Unis et de la Silicon Valley en particulier, parce que on a vu beaucoup de startups européennes qui avaient des projets absolument géniaux, qui avaient le bon timing, parce que c'est toujours une question de timing, qui n'étaient pas en train de copier ce qui se faisait dans la Silicon Valley, mais qui ont tardé finalement à s'inscrire dans une perspective globale. D'accord. Et le risque, c'est que tu es un Américain qui pense et qui fasse la même chose que toi, et qui arrive à bouffer tout le marché rapidement. Qui va lever à peu près 10 à 40 fois plus d'argent que toi, qui va d'abord bien évidemment s'occuper de son marché organique et les États-Unis, et c'est vrai que ça lui prend du temps, ça va lui prendre 3-4 ans, mais dans 3-4 ans tu vas le voir débarquer en Europe, il aura faim, et là c'est un rouleau compresseur qui arrive et généralement tu survis pas. Je pense que le conseil effectivement, c'est si vraiment vous avez quelque chose qui vous pensez a du sens et qui apporte vraiment de la valeur dans ce domaine du SaaS et du software, de se poser très tôt la question de l'international, parce que ça n'a absolument aucun sens que de rester local. Je veux dire, dans votre projet que tu me décrivais tout à l'heure, peut-être que votre premier client, il peut être en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Là, les premiers clients, en l'occurrence, sont français, mais c'est normal, on l'a présenté qu'en France. Et puis parce que tu as été les chercher en France. Mais si ça correspond à un besoin français, en tout cas ce que tu m'as décrit tout à l'heure, je ne vois pas en quoi un e-commerçant en Australie, aux États-Unis ou en Angleterre aurait un besoin différent. En plus, le gros concurrent qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure, qui est AppSumo, etc. aux US, il est plus basé aujourd'hui sur les gens qui sont déjà marketeurs, si tu veux, qui ont déjà des connaissances dans le marketing. Donc l'outil est très bien fait, c'est vraiment un super produit. Par contre, je le vois, c'est plus des marketeurs comme moi qui l'utilisent à la base. Et je me dis que nous, on aimerait bien amener ça à des gens qui n'ont rien à voir avec le marketing. Parce que pour te donner un exemple, des gens qui ont un petit commerce ou qui ont même un e-commerce,
ils peuvent être très bons dans leur métier, la plupart en tout cas le sont, mais par contre ils ont beaucoup de mal à se vendre sur Internet ou à utiliser le web pour mieux se vendre. Et là je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, mais là il faut que tu fasses attention parce que je pense qu'aux États-Unis, les gens, ce que toi tu appelles du marketing et ce vernis marketing est quelque chose de complètement naturel chez les Américains. Tout le monde est un peu marketeur. D'ailleurs, on dit souvent les Américains sont très forts pour vendre. C'est vrai. Parce qu'ils ont véritablement cette culture-là. Je pense qu'en France notamment, on voit effectivement des gens qui ont soit une expertise métier ou une expertise très technologique et qui oublient un petit peu cette dimension marketing, commercial ou business. Donc fais attention aussi à peut-être ne pas considérer que tout le monde est pareil. Je pense que le profil... C'est pour ça que c'est intéressant de peut-être commencer à avoir quelques clients américains pour comprendre aussi la différence des personnes auxquelles tu t'adresses. Différence culturelle et la différence de point de vue. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, nous, on a décidé, on a pris le parti, je sais que c'est un gros débat qu'il y a aujourd'hui dans le monde des startups, et je sais que toi, tu as un avis très tranché là-dessus, on en a peut-être un autre, mais c'est intéressant. C'est que nous, on a décidé de ne pas lever de fonds. Pour le moment. C'est très bien. Hein. Mais voilà, mais la grande question, c'est de se dire, ok, on lève pas de fonds, mais ça nous pose des problèmes automatiquement, parce que du coup, pour croître vite, c'est plus difficile. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une erreur fondamentale ou qu'on peut quand même survivre comme ça, de cette manière-là, en ayant vraiment l'argent de nos clients finalement? Je pense pas que ce soit une erreur fondamentale. Il n'y a pas de... tous les chemins mènent à Rome, quoi. Il n'y a pas une seule voie qui serait une voie royale qu'il faut adopter et puis il n'y en a pas d'autre. Si on prend des exemples comme par exemple 37 Signals, par exemple, qui a une vraie thèse par rapport à ça et qui se développe très bien et qui fait son business et qui est très connu et qui n'a pas jamais levé de fonds et qui repose essentiellement sur son activité. Non, je pense que c'est une question de vitesse et d'exécution et c'est surtout une question de où est-ce que vous avez envie d'aller. Je pense qu'il y a un tabou en France qui est l'argent. Les Américains ont d'autres tabous, commencer par le sexe, que nous on n'a pas en France, mais nous on a nos propres tabous et je pense que parmi ces tabous-là, il y a l'argent qui a une connotation qui est très très différente qu'aux États-Unis. Et les Américains voient l'argent pas comme une sorte de finalité ou pas comme quelque chose de sale, mais juste comme un moyen. C'est de l'essence dans le réservoir. Donc, si tu n'as pas d'essence dans le réservoir, tu peux pas aller loin. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc à partir du moment où certains se disent bon ben voilà, moi je sais où je dois aller. Et si par exemple ma destination c'est Mars, bah, j'ai besoin d'un sacré réservoir et puis j'ai besoin d'une essence. Voilà, et j'ai besoin d'une qualité d'essence qui soit plus du kérosène que du diesel. Donc, c'est vraiment une question de projet. Il n'y a pas de... C'est une question d'ambition, c'est une question de projet. Après, les investisseurs, moi j'ai une image, j'utilise beaucoup d'analogies quand je parle. Pour avoir des investisseurs chez soi, c'est contraignant, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait justement quand on a fait une émission spéciale sur la levée de fonds et pourquoi nous on ne voulait pas y aller. C'est problème de contrainte en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter c'est une vraie contrainte, que c'est plus vraiment ton entreprise. Écoute, avoir des investisseurs, moi j'ai eu des startups où on n'avait pas d'investisseurs, d'autres startups où on avait des investisseurs. Avoir des investisseurs, c'est comme si ta belle-mère venait vivre chez toi. Donc tu vois à peu près la contrainte que ça peut représenter. Et pourquoi je dis ta belle-mère? Parce que c'est quelqu'un qui est chez toi, qui soi-disant fait partie de ta famille, qui veut ton bien. Alors qu'il n'a pas forcément les mêmes intérêts que toi. Et que voilà, et t'es plus véritablement chez toi, mais en même temps c'est la famille. Enfin c'est compliqué, tu vois, c'est ce genre de choses-là. Et elle n'est pas censée rester, ta belle-mère. Donc à un moment, elle va vouloir partir. C'est ça. Et les investisseurs, c'est pareil, quoi. Ils sont pas chez eux, ils sont là pour t'aider, mais quand même ils sont là et ils veulent partir. Ils ont souvent investi dans plein d'entreprises, ils n'ont pas forcément suffisamment de temps à ta belle-mère, elle n'a pas qu'une fille, elle en a peut-être plusieurs, et donc voilà, elle va squatter chez différentes personnes régulièrement. Donc c'est contraignant d'avoir sa belle-mère chez soi. Ouais, complètement. C'est contraignant d'avoir des investisseurs chez soi aussi. Alors, en plus, ils vont adorer que je les compare à des belles-mères. Ça va être sympa, je pense. Encore une fois, je vais me faire plein de potes. Tu vas te faire tuer. Mais en fait, nous, la vision qu'on a, c'est plus de dire, mais on en a discuté tous les trois, et la vision, c'est de dire,
qu'on soit encore là dans 10 ans. On n'a pas forcément envie de vendre, on n'a pas forcément envie de... Alors ça peut paraître, ouais, mais tu me manques d'ambition. Pas du tout, au contraire, on est très ambitieux. Hein. Mais on veut que notre entreprise, pas nous survive, quoique ça serait fabuleux, mais qu'elle tienne longtemps dans la durée. Mais après, c'est une question de... je pense que c'est une question qui est très personnelle. Et oui. Je pense que si vous, c'est le type d'entreprise que vous avez envie de construire, et que c'est comme... De toute façon, pour que ça réussisse, il faut être bien dans sa boîte. Ouais, ça, donc, c'est déjà assez difficile comme ça, donc si en plus tu te sens pas bien... Exactement. Il y a des marathoniens qui aiment courir sans godasse. C'est voilà. vrai. Et il y a des Kenyans qui sont très forts en marathon et qui courent des marathons et qui sont parmi les meilleurs au monde et ils portent pas de godasse. Alors qu'on pourrait se dire, mais ouais, mais pour courir un marathon, il faut avoir des baskets et puis des super technologiques, etc. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, ils sont bien comme ça, c'est leur façon d'être, etc. Est-ce que ça les empêche de gagner? Non. La preuve que non. Voilà. Donc, vous courez votre marathon parce que c'est difficile, mais vous le courez comme vous voulez, vous avez envie de le courir. Après, je pense que et vous êtes assez intelligent pour le faire, c'est d'essayer d'analyser quelle est la situation concurrentielle. C'est vrai que si tu as en face un mec qui court exactement le même marathon que toi, mais qui a 2 fusées au cul, quoi, bah forcément, il va aller plus vite. Hein. Non, ça c'est vrai. Ça, on est bien d'accord. C'est des questions qu'on pourra se poser peut-être dans les prochains mois. Absolument. Si le concurrent... Mais ce qui est génial dans ce que vous faites, c'est que ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que vous avez déjà une 50aine de clients, vous faites du revenu. Ouais. Je crois que vous êtes encore en fait finalement dans une phase de homework, dans une phase de découverte. Début, ouais. Et je pense que les VC sont pas très utiles dans ces phases-là. Ouais. Je pense que les VC sont vraiment utiles quand il faut accélérer. Donc ça serait de toute façon trop tôt, à ton avis. Peut-être. Alors toi, depuis quelques mois, j'ai vu 1 an et 4 mois sur ton profil LinkedIn. 1 an et 4 mois. Tu es sur The Refiners. Ouais. Donc The Refiners, pour présenter simplement, tu me dis si je me trompe, ça serait un petit peu un pont entre San Francisco et le reste du monde. Ouais. Pour toute entreprise qui voudrait attaquer le marché américain, c'est ça? Ouais. En fait, The Refiners est né d'un constat. On a créé ça avec Pierre Gobil et Géraldine Lemer. On est tous les 3 des entrepreneurs depuis pas mal d'années, depuis plus de 20 ans. Et on a fait partie de cette première génération d'entrepreneurs qui sont arrivés dans la Silicon Valley, pas pour ouvrir une boulangerie ou pas pour bosser pour Facebook ou Google, mais pour créer nos propres startups. Et on a pu se rendre compte, c'était il y a plus de 10 ans, combien c'était difficile quand tu arrives de l'étranger de créer une startup dans la Silicon Valley. Personne t'attend, j'imagine déjà. Personne t'attend et c'est aussi très différent sur un plan culturel. Et on avait personne pour nous aider, donc on a fait ce travail-là et ça nous a pris beaucoup de temps. Et donc on s'est dit, il y a des projets absolument géniaux partout autour du monde. Comment est-ce qu'on peut accélérer cette acclimatation à cet écosystème si particulier que peut être la Silicon Valley? Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme The Refiners qui a pour objectif d'aller chercher partout dans le monde des startups qui sont très naissantes et qu'on incite à justement avoir une ambition globale très très vite. Parce que ce temps-là, cette époque où on disait je pars à l'international, ça veut dire qu'après avoir fait la France, la Belgique et la Suisse, je me pose la question de l'Angleterre, l'Allemagne, et peut-être que vraiment si je suis bon, j'irai aux US. Ça marche plus comme ça. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Bah, comme on le disait tout à l'heure, ton premier client, peut-être qu'il peut venir d'Indonésie et t'es global tout de suite. Et le bon exemple de ça, c'est, il y en a plein des exemples, mais moi je parle toujours de celui-là. C'est qu'on a un exemple en Europe, c'est Spotify et Deezer. Deezer est un super projet, mais qui s'est très ancré sur le marché local et français en particulier. Pendant que Spotify, lui, avait une approche très internationale. Moi, j'ai partagé mes locaux avec Spotify en 2010 à San Francisco pendant 1 an. Et je voyais les fondateurs de Spotify à l'époque qui vraiment ont chié. C'était très, très difficile, mais qui avaient vraiment cette volonté de fabriquer. C'est un business qui est dur en plus, excuse-moi de te couper. C'est super difficile avec les majors, mais eux, ils ont très vite se sont confrontés à des majors américaines et ils y sont arrivés parce qu'ils étaient talentueux. Mais ce qui est très intéressant dans ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu poses la question de Spotify dans la rue à San Francisco, ils sont persuadés que c'est une start-up américaine. Ils ne savent pas qu'elle vienne de Suède. Ils ne savent pas qu'il y a 1500 ingénieurs qui bossent à Stockholm. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est de favoriser ça. C'est de dire, penser international très très vite et d'essayer de
décoder la Silicon Valley et d'apporter des outils pour permettre aux startups européennes, en particulier, puis c'est beaucoup sur l'Europe qu'on travaille, de devenir des players internationaux le plus vite possible. On peut prendre aussi l'exemple de Criteo, qui a gardé une grosse partie de ses effectifs à Paris et qui commence qui a déjà depuis... Le premier à avoir fait ça, en fait, c'était Business Objects à l'époque. C'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais plus localement, on a fait ça, par exemple, avec Prodontis, ici à Limoges. Qui est une start-up. Que j'avais eu aussi dans l'émission. Tu l'as eu dans l'émission, Hugo, qui est absolument génial. Juste avant qu'il parte d'ailleurs. Je mange avec lui demain midi. Mais c'est génial, moi je suis ultra fier de Hugo et de ce projet-là. Je me rappelle quand j'ai vu Hugo la première fois ici à Limoges, il me parlait de faire un deal avec la Mutualité Hauts-de-Vienne. Beaucoup de respect pour la Mutualité Hauts-de-Vienne, mais ils font des systèmes de santé bucco-dentale qui remplacent la brosse à dents. Et aujourd'hui, tu parles avec Hugo, il est sur une autre planète, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé à autre chose et dans une j'espère que si une partie de ce succès nous revient, ça veut dire qu'on fait plutôt bien notre boulot. La majorité du succès revient avant tout aux équipes de Prodontis, mais je pense qu'on leur a mis ce petit coup de pied au cul qui leur a fait comprendre et leur donner confiance que leur truc n'était pas un truc local, ni même national. Oui, puis surtout qu'en plus, on en avait discuté un peu avec Hugo justement pendant l'émission, c'est qu'il a un business qui est très, très intéressant pour le marché américain, qui sont prêts à payer beaucoup plus pour leurs dents en fait, qu'ici en Europe. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, ce qui m'a beaucoup fait, pour la petite anecdote, j'ai adoré que Ilan rejoigne le projet, parce que c'est deux entrepreneurs que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux que j'adore, et voir que les deux, quand Ilan a annoncé ça, je fais « what ?» Ça m'a fait super bizarre. C'est excellent, je trouve que ça marche. Moi, j'ai un regret là-dessus parce que je suis super content qu'Ilan ait rejoint ce projet. Le regret que j'ai, c'est que je connais bien Ilan et je connais bien Hugo et que j'ai pas pensé à ce mariage-là. Moi, c'est eux vraiment. Bon, après, c'est difficile. Le fait de nous d'avoir mis Hugo sur le radar américain fait qu'ils se sont rencontrés. Mais j'aurais bien aimé penser à cette association-là et ça n'a pas été le cas. Écoute, ça s'est fait quand même, c'est déjà le principal. Je pense qu'ils vont très bien ensemble. Et donc là, tu me disais que là, tu recherchais un nouveau batch, si je puis dire. On parle de fleet, nous. On parle de flotte parce qu'on a un programme d'invasion. Alors, c'est-à-dire, explique-toi. C'est-à-dire que nous, on cherche des projets essentiellement en Europe, comme je le disais. Et ce qui est plutôt courageux à l'époque de Trump, c'est qu'on amène des projets européens, on envahit la Silicon Valley. Donc, c'est vraiment... Tu vas avoir les visas pour ça oui, mais bon, quand tu es entrepreneur, c'est plus facile que quand tu es ingénieur. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est compliqué en ce moment. On n'est pas très aidé avec Trump, effectivement. Mais donc, nous, on est en plein recrutement en ce moment. Le prochain programme, on a déjà fait 2 programmes. C'est des programmes qui durent 3 mois. On a vu, j'ai fait les stats, 912 startups depuis 1 an. Donc ça fait beaucoup de dossiers. On a, je pense, parlé à peu près à 500, en moyenne 1 heure chacun. Donc ça fait beaucoup de travail aussi. Et donc on est toujours à la recherche de projets dans le tech, le digital, plutôt early stage. Ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont une vraie conviction, une vraie vision du monde. Qui ont une équipe, qui ont déjà construit une équipe ici en Europe, parce qu'il ne s'agit surtout pas de partir. Nous, on leur dit gardez ce que vous faites ici en Europe. C'est de l'amplification, c'est pas du déplacement. Je comprends. Il faut arriver à garder les deux mondes. En fait, les deux mondes ont des avantages. Si tu arrives à faire fonctionner les deux ensemble, c'est redoutable. Tu as même un avantage sur les startups de la Silicon Valley qui sont, elles, que dans la Silicon Valley. Donc, certaines ont beaucoup de mal, justement. Et un bout de technologie, quelque chose, un produit, on ne demande pas des millions d'utilisateurs, mais quelque chose, une preuve, en fait, du concept, par exemple, comme vous. Ouais, d'accord. Pas qu'on étudie quand même. Oh là là, attention, appel du pied. Là. Olivier Baptiste, ça fera condition. Ouais, mais vous voulez pas lever d'argent, donc. Oui, mais après tu peux peut-être nous faire changer d'avis. Nous, on investit systématiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas des consultants. D'accord. Donc vous prenez des parts de la société du coup en échange d'argent. Absolument. C'est-à-dire que nous, on choisit. Je te dis, on a 900 dossiers, on en choisit 25 par an. D'accord. Donc on est assez picky. C'est strict, c'est normal. Mais on investit entre 50 et 100 000 $ dans chacun de ces projets-là. On ne se considère pas comme des investisseurs, c'est plus du pocket money pour laisser le temps à la startup de s'installer sans que ce soit un coût pour elle et de changer sa trajectoire et de devenir globale. Mais on prend de l'equity, on prend des parts. C'est pas mal en plus que du coup ça vous oblige d'une certaine manière quand même à bien travailler aussi. On est obligé. Voilà, vous faites partie du truc. Quoi. Voilà, absolument. Notre retour sur investissement, il repose sur le succès de la boîte.
Donc vous n'avez pas intérêt à ce que ça se passe mal. Non. Bon bah écoute Carlos, c'était super intéressant, merci beaucoup. Ouais. On peut te retrouver où rapidement? The Refiners, peut-être le site ou... TheRefiners.co sur internet, sur Facebook et on aussi. peut aller s'inscrire directement pour... Vous pouvez apply à notre programme sur notre site web. Carlos Diaz dans les médias sociaux et je suis assez facile à trouver. Ouais, facile. Donc voilà, ou sinon vous lui demandez à Rémi, il saura vous donner mes coordonnées. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir, en Avec tout cas plaisir. moi. Et Ouais, puis je serai là aussi. n'oubliez pas, si vous avez aimé cette émission, un petit pouce bleu ou un petit partage, ça vous prend 5 secondes. Absolument. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.